ravi avec Christophe de partager avec vous pour la première fois en public notre expérience dans le cadre de ce nouveau projet d'écriture. Comme l'a rappelé Sébastien, c'est notre deuxième projet d'écriture. Et en fin de compte, si vous êtes là ce soir, c'est à cause de lui. C'est à cause de lui. Vous savez tous qu'il s'agit de La Bête à Picot, surnom affectueux pour la Covid. Et en fin de compte, le 17 mars 2020, rappelez-vous, le 17 mars 2020, tout s'est arrêté. Moi, j'avais une activité de conseil, toi, tu entraînais une équipe de rugby et on n'avait plus grand-chose à faire. Et à un moment, on s'est posé la question de savoir, dans une période un peu extraordinaire, que fait un type pas ordinaire. On était en mars 2020. Vu que je suis à sédimentation lente, ça nous emmène à mai 2021 et pas longtemps. Et là, raconte comment ça s'est passé l'écriture de ce bouquin. Ouais, donc bonsoir à tous. Ouais, effectivement, comment ça s'est passé, donc, il y avait ce projet de deuxième livre, après on l'avait abandonné, puis on a dit on va faire des masterclass, puis on l'avait abandonné. Enfin voilà, on ne savait pas trop comment raconter nos histoires. Et puis effectivement, matin de mai, ouais, c'est ça. Il m'appelle en me disant bon, j'ai réfléchi tout à l'heure, on va écrire le deuxième livre. Écrire un livre, ça prend du temps quand même, je ne sais pas si je peux le mettre, mais du temps, de l'engagement. Et bon, j'ai dit laisse-moi un peu réfléchir. Et j'ai réfléchi pendant à peu près 3 minutes et demie. Et puis après, j'ai dit écoute, on écrit le livre. Je ne sais pas de quoi on allait parler, hein, mais. Donc voilà, donc voilà comment ça s'est passé pour l'écriture de ce livre, qui est très différent du premier, hein, ça n'a rien à voir. Et donc, on va vous l'illustrer avec un dessin humoristique qui explique la façon dont on travaille, parce que vous pouvez vous poser la question, comment on écrit un livre à 4 mains? C'est très simple. Voilà. Donc le petit là, avec une barbe et pas beaucoup de cheveux, c'est moi, d'accord? Le gars derrière, vous le reconnaissez, voilà. Donc ça a été un projet d'écriture assez rapide, ça a été 3 mois, alors que d'habitude, je suis plutôt à... Notre premier bouquin, ça avait pris 9 mois. La bonne nouvelle, c'est qu'au lieu d'avoir 80 interviews comme le premier bouquin, on en a fait un peu moins et c'était mieux pour toi. Ouais, c'était beaucoup mieux pour moi parce que le premier bouquin, d'abord c'est une nouveauté pour moi, je ne l'avais jamais fait. Donc Fred est un expert en management, un peu en foot, mais il ne comprend que dalle en rugby. Donc écrire un livre à partir d'histoires de rugby, il fallait que je sois capable, moi, d'expliquer comment on fonctionnait au fur et à mesure des semaines. C'est-à-dire qu'on avait une interview le vendredi, on se retrouvait le dimanche, et ça pendant toute une saison. Donc ça c'était déjà un peu lourd, et en plus de ça, il fallait que je lui explique le rugby, quoi, tu vois. Donc il y avait des moments où c'était un peu lourd, donc c'est pour ça que j'ai réfléchi quand même très longtemps pour le second bouquin, 3 minutes et demie, mais bon, voilà, on parle pas de rugby. Oui, depuis j'ai un peu progressé, même si... Ouais, et depuis la progression. Je ne comprends toujours pas les combinaisons en touche, mais je me dis c'est pas grave, c'est pas toi qui joues. Je joue non plus, donc... Donc effectivement, ce bouquin, j'ai utilisé Christophe qui a accepté de jouer le jeu, on a utilisé le prétexte du rugby, simplement parce que le rugby, ça véhicule un certain nombre de valeurs intéressantes, de solidarité, de combat, d'empathie. Mais ce livre, ceux qui ont eu la gentillesse de l'acheter et ceux qui ont oublié de l'acheter, rappelez-vous qu'il faudra l'acheter en 100 ans, évidemment. Donc ce livre, ça parle de développement personnel, que fait un type extraordinaire dans une période extraordinaire, et ça répond à 3 questions. Et donc ce soir, on va partager avec vous une bande-annonce, parce que si on commence à vous faire la totalité du bouquin, vous n'allez pas le lire, mais une bande-annonce avec 3 questions et 3 histoires. 3 questions, 3 histoires. 3 questions, c'est simple. Comment on fait face au doute? Première question. Deuxième question, comment on vit sereinement sous pression? Et troisième question, comment on réussit ses échecs? Comment on réussit ses échecs? À chaque fois, on va vous poser une question qui illustre ce point. Et ce qui est quand même assez incroyable, c'est que, hasard du calendrier, sur 2 des 3 histoires, ça nous renvoie à une équipe que tu vas rencontrer dans 3 jours. Donc 3 histoires. Bon, effectivement, on a choisi d'illustrer ces 3 questions par 3 histoires du bouquin, qui ont été des histoires qui m'ont marqué la saison dernière, alignées avec la première saison, évidemment. Donc voilà, donc je vais tâcher d'être à la hauteur parce que, je ne suis pas du soir, donc je peux tomber à tout moment. Hein. Je ne fais pas le malaise, je dis sommeil.
Le deuxième point, c'est qu'on joue le Stade Toulousain dans quelques jours, et vous savez qu'ils nous ont traumatisés la saison dernière. Donc on va chercher à. Il y a des Toulousains dans la salle là non? Toi tu vas morfler quoi. Il n'est pas venu de demander une signature. Je te reconnaîtrai. Donc voilà, je vais chercher à être le meilleur possible pour partager ces histoires. Donc, la première, évidemment, c'est 5% de chance. Ça fait appel à notre match de Coupe d'Europe l'année dernière en demi-finale contre le Stade Toulousain, quand on a joué ce match en sortant d'une période Covid, où on avait vu tous les joueurs impactés, on n'avait pas pu s'entraîner. On avait fait un match, on avait joué une demi-finale qui est assez incroyable, une demi-finale, et on n'avait pas pu la jouer avec. Comme on l'aurait souhaité, puisqu'on a été impacté, on avait vraiment repris au dernier moment. Donc 5% de chance, les 5% de chance qui me semblaient importants avant d'attaquer le match. Donc comment j'ai réussi ensuite à faire basculer les joueurs, avec évidemment un peu plus de pourcentage pour aborder le match en voulant le gagner. Ça c'est le premier point. Le deuxième point, c'est fin des bouffonnades. Donc fin des bouffonnades, vous allez comprendre pourquoi tout à l'heure. Donc ça c'est lié au match de La Rochelle l'année dernière. On jouait un match, c'était le 30 mars de mémoire, un match qui était important pour nous contre La Rochelle, qui est une équipe, c'est une espèce de derby de l'Atlantique, même si pour nous, je trouve qu'on ne le joue pas comme un derby. Les Rochelais jouent comme un derby, mais nous on ne le joue pas comme un derby. Souvent on se fait écraser, et ça a été le cas l'année dernière. Ça a été le cas l'année dernière où on avait vraiment, c'était un match important, on sortait après le tournoi et on avait vraiment décidé de mettre l'accent sur ce match. Et finalement, on s'était fait écraser, on s'était fait coucher. Donc j'ai changé ma façon d'aborder mon état d'esprit avec le groupe à partir de ce moment-là, notamment sur cette fin de saison. Et ensuite, la meilleure équipe n'a pas gagné. Ça fait suite à la dernière demi-finale, au dernier match contre le Stade Toulousain, où ce jour-là, il me semble que la meilleure équipe n'avait pas gagné, même si le Stade Toulousain est une grande équipe d'un grand club. Ce jour-là, je pense qu'on a été bon. Donc je vais vous expliquer un peu tout ça, comment moi je l'ai vécu, comment je le partage avec les joueurs. Les joueurs, le staff évidemment. Je dois dire que ma relation avec les joueurs, ça fait 20 ans que j'entraîne des professionnels, j'ai toujours le même fonctionnement. Pour moi, l'état d'esprit, l'ambiance de travail est premier. Après, on va parler de rugby, évidemment. Mais pour réussir des grandes saisons, pour réussir dans la durée, il n'y a pas que la problématique du jeu. Et elle est importante évidemment, mais c'est pas que ça. Moi je considère que le plus important, en tout cas pour rentrer dans une préparation de saison, pour rentrer dans une préparation de club, c'est important de définir une ambiance de travail. Voilà, c'est ma façon de penser. Et ensuite évidemment on découle vers le jeu. Donc je rentre plus précisément dans les détails, notamment de ces 5% de chance. Donc je rappelle le contexte. Je rappelle le contexte également de la première année où je suis arrivé en 2019-2020. Rappelez-vous, donc on fait une saison assez incroyable. On est premier de poule au mois de mars, 7 points d'avance sur le second, je suis combien sur le 7e, qui était le Stade Toulousain. Depuis ils ont rattrapé, ils nous ont rattrapé. Et donc ça, le championnat s'arrête là. Donc ça a été un moment assez dur et cruel pour nous, quand vous savez que c'est l'UBB, le club qui n'a jamais réussi à se qualifier, et là on était lancé sur une saison qui nous semblait être une saison, je ne sais pas comment on aurait fini, je ne dis pas comment on aurait été champion de France, c'est pas ça du tout que je dis, mais la seule chose que je sais, c'est qu'on se serait qualifié. Donc, et ça pour nous c'était important parce que le club ne l'avait jamais fait. Donc on termine la saison, la saison s'arrête au mois de mars sur une espèce de traumatisme, franchement, parce que rappelez-vous, il y a eu on devait reprendre, puis pas reprendre, on devait reprendre une demi-finale, puis on devait plus reprendre, et tout d'un coup, le 29 avril, on nous dit, messieurs, la saison sera terminée, il n'y aura pas de champion. De toute façon, on ne voulait pas être champion. Le président Laurent Marty avait dit à la Ligue, de toute façon, ça s'arrête, on ne souhaite pas un titre sur tapis vert. Et on était tous d'accord avec ça, c'était pas ce qu'on voulait. Par contre, on voulait continuer la saison. Ça n'a pas pu se faire. Donc ça a été un vrai traumatisme quand même. Il a fallu le digérer, pas simple, tu te dis, putain, mais à Bordeaux, c'est pas possible, il se passe un truc incroyable. Donc il a fallu digérer ça, et ensuite on est reparti sur ces 2 saisons
l'année dernière, une saison très compliquée avec beaucoup de. D'abord les stades vides, beaucoup de contrôles. Enfin, franchement, je vous passe les détails, mais c'est une saison incroyable à vivre. Avec tout ce stress en permanence, notamment quand on se faisait tester en une semaine, on se faisait tester en fin de semaine, on ne savait pas si on allait avoir les joueurs, enfin, c'était vraiment une saison compliquée. Et arrive ce fameux match, la demi-finale de Coupe d'Europe, qui pour nous était une fête, forcément, une fête, mais aussi une vie d'aller en finale. On avait un parcours qui était pas simple, puisqu'on avait battu Bristol en 8e, le Racing en quart de finale, et on retrouve le Stade Toulousain, qui avait fait de la Coupe d'Europe l'année dernière un vrai objectif. Donc on joue chez eux et donc on savait que le défi allait être important. Et en plus de ça, on chope ce Covid où on a 12 joueurs qui sont impactés, donc 12 joueurs qui sortent de la préparation. Nous, on nous met sur les entraînements par des petits groupes, des groupes de 4, et on a juste la dernière semaine avant le match où on fait deux collectifs pour pouvoir préparer le match. Donc, un contexte compliqué, on a 3 joueurs qui jouent le match, qui sont arrivés juste le vendredi matin pour faire la mise en place. On ne les avait pas vus depuis 10 jours, ils étaient en quarantaine, on ne les avait pas vus. Donc, vous comprenez que pour nous, c'était aussi un traumatisme. C'est pas possible, c'est pas possible. Donc, mais malgré ça, qu'est-ce qu'on fait? On dit on n'a pas de chance, on chiale, on ne fera pas gagner le match à Toulouse. Hein. Donc, il a fallu se préparer. Et comment évidemment, je l'ai préparé avec mon staff et les joueurs. Donc voilà, c'était la préparation du match. Donc le carré de match, ça nous permet de c'est la préparation au moment du match, comment on la joue. Donc ça, c'était pour rentrer un peu dedans. Donc on sortait un peu la tête de l'eau parce qu'on a vu déjà des problèmes de Covid un peu avant. Donc on commençait un peu à sortir de la tête de l'eau. Puis il y a eu une histoire de Covid, là on a dit, bon mais les gars, il va falloir s'accrocher. Et puis je leur ai dit, on peut aussi tous ensemble prier, quoi. Ça ne mange pas de pain, ça peut nous aider au stade, on verra bien ce qui va se passer. Donc ça c'était le contexte du match. Donc ensuite nos chances, parce qu'après, quand c'est comme ça, il ne faut pas duper les joueurs. Les joueurs ils savent qu'on n'a pas une préparation qui est une préparation normale. Et il faut leur dire évidemment, il faut dire les choses telles qu'elles sont, mais qu'est-ce qu'on peut nous contrôler? C'est ça qui était important. Qu'est-ce qu'on peut contrôler? On a eu une semaine de préparation, 2 entraînements collectifs. C'est pas beaucoup, hein. Donc comment on peut se préparer? Donc je leur avais dit, le lundi, donc c'est le lundi de la préparation, aujourd'hui, je considère qu'on a 5% de chance de gagner le match à Toulouse. C'est pas beaucoup, hein. Là, pour les joueurs, j'étais un peu gonflé quand même, parce que les mecs, un peu énervé quand même, tu vois, de la situation, tu dis, tiens, ça fait chier. Et donc, tu dis, bon, les gars, on est lundi, on va jouer, je sais plus si c'était samedi ou dimanche, je ne me rappelle pas, samedi, on a aujourd'hui 5% de chance de gagner le match. Le mec, oui, il faut regarder les bombes, il faut que ça me dise, on soit à 50% de chance de gagner le match. C'était important. Quand tu joues un match de phase finale, il faut avoir autant de chances que l'adversaire de gagner le match. Donc l'idée c'est d'arriver à samedi à avoir 50% de gagner le match. Donc on avait la semaine pour gagner 45% de chance. En sachant qu'on avait peu d'entraînement, on n'était pas en grande forme, on avait beaucoup d'envie, on était assez révoltés. Donc comment ça s'est passé? Ça s'est passé de la façon suivante. Donc mardi, mercredi, jeudi, vendredi, il fallait arriver à gagner 45%. Je considérais sur la semaine que la partie rugby, on allait gagner 5%. On avait 2 entraînements, on n'allait pas inventer notre rugby. C'est pas le rugby pour moi qui allait faire qu'on allait gagner ce match. Pour moi, ce n'était pas la question du rugby. Donc, malgré tout, ça allait nous permettre de gagner un peu de temps. Ensuite, il y avait le nous. Ce que j'appelle le nous, c'est le projet commun, c'est être ensemble, c'est la vie de l'équipe. Là, par contre, on était. Je pense qu'on pouvait monter notre niveau, être capable d'être encore plus fort ensemble et être à 10%. Donc, ça nous faisait 15% par rapport au début de semaine. Ensuite, il y avait toute la préparation. J'avais insisté sur l'idée d'être encore plus soigneux dans sa préparation, la préparation collective, mais aussi la préparation individuelle, faire attention à beaucoup de choses, encore plus que ce qu'on était capable de faire. Donc il me semblait que la préparation pouvait nous faire gagner un peu de temps sur notre challenge. Et enfin, ce qui était important, c'était le jeu, c'est-à-dire jeu, non pas le jeu rugby, mais jeu JE, c'est-à-dire que c'est l'intime, c'est soi, c'est moi.
Et là, par contre, j'ai insisté sur ça, parce que pour moi, c'était la motivation des joueurs, l'engagement des joueurs individuels qui pouvait nous permettre d'accrocher quelque chose. C'était pas le rugby, parce que le rugby, on n'avait que 2 entraînements, on n'avait pas révolutionné notre jeu. On ne pouvait pas rattraper les 15 jours où on ne s'était pas très bien entraîné, on n'avait pas fait de collectif, donc c'était pas possible, ça aurait été une grosse erreur, pardon. Par contre, je trouvais que le nous et la préparation pouvaient nous faire gagner du temps, mais surtout, c'était l'engagement. Il fallait que les joueurs soient persuadés qu'on pouvait gagner au Stade Toulousain. C'était ça mon challenge. On est persuadé de gagner au Stade Toulousain. C'était ça. Et quand tu as une préparation qui est une préparation tronquée, c'est pas simple de faire comprendre aux joueurs que oui, on peut gagner au Stade Toulousain, qui est une équipe redoutable, un club redoutable. Et bon, voilà, c'est pas simple. Alors, comment ça s'est passé ensuite? Donc, l'histoire, c'était du match. Bon, pour ceux qui me connaissent un peu, j'adore inventer des semaines à thème. Donc là, en l'occurrence, c'était la semaine de l'homme en colère, forcément. Donc, je savais aussi qu'il fallait aller dans l'arène, parce que toute la presse, quand même, et notamment nous promettait d'en prendre 45. Hein. Je ne sais pas si vous vous rappelez, les gens de Bordeaux. Donc, quand tu sais, quand on te dit Bordeaux va en prendre 45, Patin, coupé, je peux vous dire que c'est des choses sur lesquelles je peux jouer. Hein. Comme le mec, tu vois, pendant le match, il te dit viens. C'est des gens avec qui il ne faut pas les faire avec moi. Sinon, la vie, tu vois, elle est juste. Hein. Donc, il fallait aller dans l'arène, il fallait se battre avec eux. Il fallait aller dans l'arène. Ensuite, donc voilà. Vas-y. Bah, le match. Ah, pardon, et la fameuse clé. Trouver la clé. L'année dernière, on n'a pas vu 4 fois, je n'arrivais pas à trouver la clé. Même si sur le dernier match, j'avais enfilé la clé dans le truc, je l'ai tourné, je sentais que ça pouvait. Et finalement, ça n'a pas réussi. Donc voilà, alors, et l'histoire du match, en fait, elle est la suivante, c'est que, effectivement, c'était compliqué le lundi, mardi, franchement, les mecs étaient. Je sentais que c'était dur. Et ensuite, petit à petit, on a commencé à prendre confiance, on s'est retrouvés, on a commencé à bosser, on a commencé à trouver des repères entre nous. Physiquement, on n'était pas trop mal, parce qu'on s'était beaucoup entraîné, mais de façon individuelle, on n'avait pas bien géré les mecs, parce qu'on ne pouvait pas se réunir. Donc c'était pas possible. On avait fait beaucoup de zoom, etc. dans la préparation. Et à partir du jeudi, on a commencé à être un peu mieux. On est parti en préparation de match à Montauban, puis ensuite à Toulouse. Les joueurs nous ont retrouvés le vendredi. Et là, on a commencé vraiment à se serrer. Évidemment, on s'est servi, je me rappelle, d'un conseil des sages. Le conseil des sages, c'est une réunion que je fais avec mes leaders à chaque grande occasion, à chaque gros match. Et là, il y avait un conseil des sages le vendredi soir. Et évidemment, on a parlé de toutes ces... de tous ces journalistes qui pensaient qu'on allait en prendre 40. C'était une corde sur laquelle j'ai joué évidemment. Donc là-dessus on s'est resserré. Alors on a démonté le journaliste évidemment. Le gars, je pense qu'il n'a pas dormi pendant 3 jours. Et ensuite quand même ça nous a permis de nous resserrer. Et on a abordé ce match avec beaucoup de conviction. On était sûr de pouvoir battre le Stade Toulousain. En tous les cas, on pensait qu'on avait autant de chances qu'eux. C'est un match qu'on perd en fin de match, puisqu'on est à 4 points à la 72e minute. On prend un essai par Toto Dupont à la 75e minute. Sinon, on est vraiment dans le match. On a manqué d'efficacité sur le match, notamment dans les zones de marque. Là, c'était le rugby qui nous avait manqué, franchement. Mais par contre, on était vraiment dans le match. Donc on était plutôt satisfait de ce qu'on avait fait. On n'était pas satisfait d'avoir perdu le match, évidemment, ça nous fait pas rire, d'être si près du but et de ne pas pouvoir aller en finale. Mais par contre, on était fiers parce qu'on avait réussi à se préparer, on avait tout donné. Le stade avait été meilleur que nous ce jour-là. Voilà, on avait joué ce jour-là à 100% de notre potentiel du moment. Donc entre l'équipe qui avait 5% de chance de gagner le match en début de semaine et celle où on est sur le point de les renverser, franchement, on était fiers de notre match. Donc voilà, donc tout ça pour dire que face au doute, il y a 2 façons de faire. Hein. Encore une fois, et moi ce n'est pas des situations que j'apprécie forcément. Quand tu doutes, quand tu n'arrives pas à gagner, quand tu n'arrives pas à mettre la machine en route, c'est pas simple.
Par contre, c'est des situations, quand même, malgré tout, où je me sens à l'aise. Parce que je trouve que c'est là où le staff est important. Voilà, quand l'équipe doute, quand on est en difficulté, c'est la qualité du staff qui fait qu'on arrive à se remettre en route. Et j'avoue que ce sont des situations qui me plaisent. Bon, j'aime aussi quand ça se passe très bien, quand on gagne les matchs, tout le monde nous demande des selfies, etc. C'est top, c'est bien. Et pas quand tu sors comme l'année dernière à La Rochelle, où tu rentres chez toi parce que tu as peur de prendre des réflexions en permanence. Donc, et ce qui est important, voilà, il y a deux solutions. Soit tu es capable de l'affronter, de te dire que ça va finir par tourner, de contrôler ce que tu peux contrôler et d'y aller, de jeter à l'arène, soit tu dis, tu démissionnes, tu lâches, et ça, c'est pas ni mon état d'esprit, ni celui du staff, ni celui du club. Donc on a vraiment fait le choix du combat, de la bataille, on a mis le plan d'action en route, ça n'a pas suffi sur le match, mais par contre on était fiers de ce qu'on avait fait, parce que franchement, on n'est pas passé loin. Donc voilà par rapport à cette première histoire. Non, je vous préviens tout de suite, on va s'arrêter dans 3 minutes pour prendre des questions. L'idée, c'est pas de faire une conférence d'1 heure ex cathedra ou la messe du rugby. Donc je vous préviens, le micro va circuler, mais juste avant, moi, je voulais partager avec vous qu'est-ce qu'on peut tirer de l'expérience de Christophe et qu'est-ce que vous allez retrouver dans le livre. Il y a 3 points. Le premier point, c'est dire la vérité. Dire la vérité. Dire la vérité, c'est-à-dire dire en début de semaine aux joueurs, on a 5% de chance. Je partage ça avec vous parce que trop souvent, on a peur d'annoncer, que ce soit dans des contextes professionnels ou familiaux, la vérité parce qu'on se dit comment la personne va l'apprendre. Est-ce que ça ne va pas être trop brutal? Donc, dire la vérité, tout dépend de la façon dont on dit. Si vous mettez les formes, si vous êtes brutal sur le fond, brutal sur la forme, personne ne va l'accepter. Mais à un moment, dire la vérité plutôt que de ménager la personne, ça empêche de faire passer les bons messages. Ça, c'est le premier point. Deuxième point, il a insisté, mais je veux vraiment insister là-dessus, parce que c'est quelque chose qui nous tient à cœur. Nous, ça fait des années qu'on travaille ensemble, on partage ensemble cette conviction, c'est bien faire la différence entre ce qui dépend de nous et ce qui s'impose à nous. Ce qui dépend de nous et ce qui s'impose à nous. Ce qui dépend de nous, c'est le fait de travailler, le fait de tout faire pour que les choses se passent bien, puis il y a des choses qui s'imposent à nous, le championnat s'arrête, le Covid, là, vous n'avez pas échappé qu'il y avait une augmentation d'un certain nombre de choses. En Belgique, j'ai appris, je travaille avec des Belges, que les stades maintenant, il n'y a plus de public. Bon, on espère que ce ne sera pas le cas ce week-end, mais peut-être que ça nous arrivera, mais qu'est-ce qu'on peut y faire? Et le troisième point, et donc là, je vais vous partager notamment des éléments qui font que comment faire pour que le matin, on se lève en ayant une vision positive de l'avenir et faire qu'on puisse lever ses doutes, et ça renvoie une question. Ça renvoie une question, et vous verrez, on le traite dans le bouquin, c'est quelle est votre philosophie personnelle? La philosophie personnelle, c'est en une phrase, qu'est-ce qui vous résume? C'est un truc pas facile, vous savez, la première fois que mon coach, il y a 20 ans, il m'a posé cette question, je lui dis, moi, ma philosophie, c'est ça, puis non, mais ce sera en fin de compte, et puis en fin de compte, c'est un peu, vous savez, comme pour ceux qui sont de ma génération, Kung Fu, petit scarabée, non, tu n'es pas encore prêt à prendre la pierre, quoi. Tu n'es pas encore prêt à être clair. Et donc, je vais vous présenter 3 exemples que vous connaissez tous. Le premier, c'est, je vais te passer la parole, Christophe, donc ta philosophie, vas-y. Oui, être meilleur ne s'arrête jamais. Dans l'idée toujours de chercher à progresser en permanence, c'est quelque chose qui m'est arrivé assez tard. Ça m'est arrivé assez tard, c'est dans les années 2007. Notamment après mon passage à Rouillot, pendant mon passage à Rouillot, où on avait fait un parcours incroyable, vraiment le sentiment d'être au bon endroit, avec les bonnes personnes, au bon moment. Et je me suis aperçu que finalement, l'idée de se préparer, de chercher à être meilleur, en permanence et tout le temps, c'était ça que j'aimais faire. Donc, c'est pas un mantra de moi, c'est quelque chose que j'ai pris aux All Blacks, qui, eux, ça fait vraiment partie de leur fonctionnement. Être meilleur ne s'arrête jamais, chercher toujours à progresser, être en permanence. Alors, c'est pas facile à supporter pour les gens qui sont autour de moi, donc, parce que je suis exigeant autant avec mes joueurs, avec mon staff, qu'avec ma famille, et des fois, c'est pas simple. Mais c'est ce qui me fait avancer, en fait. Moi, tous les matins, j'adore aller à mon boulot parce que je sais que c'est une journée différente, que je vais chercher à progresser, que je vais faire progresser mon staff, que je vais faire progresser mes joueurs, que à travers ça, je vais également progresser. C'est ça qui me fait avancer. Voilà, donc ça, c'est ma façon de voir ma vie. Être meilleur ne s'arrête jamais pour continuer à avancer et être le meilleur possible pour mon staff, mes joueurs et ma famille, évidemment.
Alors il y a une deuxième version sur le style de la personne suivante, et c'est quelqu'un qui nous soutient depuis 2 ans sur tous nos projets. Si vous avez déjà le bouquin dans vos mains, ça commence par sa préface. Donc c'est Monsieur Bernard Magret, et voilà. Donc ça, c'est sur quasiment, je parle sur Contrôle Sébastien, sur toutes les bouteilles, toutes les étiquettes, ne jamais renoncer, c'est vraiment la devise de la maison. Et donc c'est vraiment, je pense que c'est aussi quelque chose que tu vis au quotidien, donc c'est très frappant quand j'ai eu la chance de l'interviewer dans le cadre de cette préface, et c'est quelque chose qui l'a chevillé au corps, et j'ai l'impression que ça date pas d'hier. Et un troisième personnage, alors plus différent, mais on n'en entend pas du tout dans le domaine du vin ou du rugby, on en entend beaucoup parler, et ça m'a surpris parce que c'est pas du tout l'image qu'on a de lui, et quand vous creusez un peu, ben, en fin de compte il est très aligné avec ce qu'on porte dans le bouquin. C'est le rappeur Orelsan. Orelsan, je le fais et puis on verra bien ce que ça donne, au moins je pourrais me dire que j'ai essayé. Orelsan, c'est un rappeur qui se lève à 8h du matin, ce qui est très très tard, alors tous les autres rappeurs se lèvent plutôt à 15h. Donc c'est assez intéressant de voir que pour lever les doutes, il y a être meilleur ne s'arrête jamais, ne jamais renoncer, puis essayer. Donc moi je trouve, si j'essaye pas, je peux pas me dire que je vais réussir ou rater. Et donc pour les doutes, pour lever les doutes, le fait que l'on partage avec Christophe ces 3 exemples, ça renvoie à 2 éléments clés que vous verrez qui sont assez illustrés, me semble-t-il, dans le livre. C'est ce qui fait qu'on se lève le matin en ayant le sourire et qu'on soit content de passer en moyenne un occidental en occidental, homme ou femme, passe 30 000 jours sur Terre. 30 000 jours. Donc je ne sais pas si vous amusez à calculer. Moi j'ai fait un rapide calcul, il m'en reste à peu près 12 000. Donc autant faire se peut que chaque journée soit une bonne journée, mais ça renvoie à 2 principes clés. 1, la passion. La passion, c'est savoir ce qui compte plus que tout pour vous, qui vous tient à cœur. Être passionné, c'est savoir où aller. Et vous verrez dans le bouquin, Christophe, il a 3 passions. 3 passions. Je pense que si, sans lire le bouquin, vous pourriez les trouver assez facilement. C'est pas la nourriture. Hein. C'est pas l'eau minérale non plus. Et puis la persévérance. La persévérance, là, lisez ce bouquin, lisez le précédent, où vraiment la persévérance, c'est mettre en place des routines, des habitudes qui comptent pour vous, et c'est courir un marathon. Donc vous ne connaissez pas la fin. C'est une autre façon de dire la première ne s'arrête jamais. Donc là, c'était notre première partie, et là, on fait un arrêt-image. Donc c'est à vous de jouer. Alors, soyons clairs, le plus dur, c'est la première question. Donc, c'est très simple, passez tout de suite à la deuxième question. Donc, on a des micro-baladeurs, c'est ça? Donc voilà, moi j'attends. Après, ça peut être la troisième question, je peux le faire. Après, il y a la quatrième question. Je continue. Ah voilà, merci madame de venir à mon secours. Sur la droite, ouais, c'est ça. Bonsoir, j'espère ne pas jouer les oiseaux de mauvais augure, mais... Ne posez pas la question. Non, mais... Je la seule arrivée. Je me doute. Vous êtes toulousain? Pas du tout. UBB, abonné solidaire, bon voilà. Et non, simplement, j'imagine que dans votre façon de manager, qu'on connaît un petit peu, vu les incertitudes quand même qui arrivent, vous avez, j'imagine, anticipé les leviers, les clés à nouveau pour éventuellement avoir à gérer une période peut-être encore un peu compliquée. Par rapport au Covid? Bah, vous m'avez dit de pas le dire, donc... Ouais, non, je me dis que vous avez parlé de Covid. Non, du tout. Du tout. Covid, tu as l'aise. Non, je ne l'ai pas, à vrai dire, je ne l'ai pas anticipé pour le coup. D'accord. Parce que je suis de nature optimiste et je pense qu'on va se faire un travail. Ok, merci. Par contre, si ça arrive, j'en trouvera les plans. J'ai cette faculté et cette énergie de passer vite, je switch vite. Voilà. Ça me prend parfois du temps, j'ai besoin de le digérer. Je vous parlerai de la défaite de La Rochelle l'année dernière, il m'a fallu du temps. Mais ce temps, il me permet de préparer la reprise. Donc, l'année dernière, quand ça nous est arrivé, de suite on avait des zooms qui étaient en place, de suite on a mis des choses en place pour bien accompagner les joueurs. Ça fait partie de ma nature encore, voilà, de trouver des solutions très vite et d'avoir des plans. J'aime fonctionner comme ça. Donc là aujourd'hui je ne l'ai pas évidemment prévu parce que anticipé, parce que j'ai pas envie de le faire et parce que je suis sûr qu'on va pas s'en faire. Ok, merci. Ouais, il y a une question devant, je crois. Oui, c'est ça. Merci Sébastien.
comment on remobilise les joueurs après avoir passé une semaine comme ça de préparation pour la demi-finale de Coupe d'Europe, qu'on la perd? Comment on arrive à... On a tout donné pendant une semaine, et il y a quand même un match une semaine plus tard ou 10 jours plus tard. Comment, et qui est peut-être moins important, enfin, qui est un match de championnat, comment on arrive à remobiliser les troupes et les remettre dans la dynamique positive? Effectivement, c'est une bonne question, et c'était un problème l'année dernière. Après, on avait joué à Bayonne. Donc ça faisait suite avec l'enchaînement, on avait perdu à La Rochelle, contre La Rochelle chez nous, on avait réussi à gagner à Agen, on avait ce match de Coupe d'Europe, et ensuite on allait à Bayonne. Et je te garantis que, donc encore une fois, j'avais fait une réunion de conseil des sages en arrivant à Bayonne, on était parti 3 jours, on s'était vraiment bien préparé, mais je ne sentais pas les mecs, quoi. Je trouve qu'on était affectés, quoi. On était affectés parce que la Coupe d'Europe ça s'arrêtait et qu'on n'était pas habitués, nous. Le club n'est pas habitué à faire des phases finales, à gagner ou à perdre, se remobiliser, repartir. Donc pour nous, on a eu une aventure assez incroyable et tous les goals, c'est arrêté, quoi. Donc on avait fait, je me rappelle très bien, là, ce conseil des sages qu'on a fait, où j'avais vraiment sollicité les leaders en disant, les gars, la vie ne s'arrête pas, quoi. Il y a notre championnat, il faut continuer à repartir, il faut absolument gagner à Bayonne parce que c'était important pour enclencher une nouvelle dynamique. Donc c'était les leaders, et les leaders ce jour-là avaient été très très bons. Ils étaient comme moi, ils sentaient les choses différentes. On n'était pas une équipe en fait, et ça c'était le jeudi soir, parce qu'on était parti 3 jours à Bayonne, c'était le jeudi soir, et le vendredi sur la mise en place, j'ai senti que les leaders avaient pris en main le groupe, quoi. Et on avait basculé, on avait réussi à basculer petit à petit vers la préparation du match, et finalement on a abordé le match avec beaucoup d'enthousiasme et d'envie, et on a réussi à gagner La Rochelle à Bayonne assez facilement. Je trouve qu'on avait le bonus, on avait gagné 47 points, et de là, c'était reparti, et on était quasiment même vaincu jusqu'à la fin de saison. Donc, ce que j'ai réussi et ce que nous avons réussi à faire, c'est encore une fois, les gars, on n'arrive pas à basculer, quoi. On est toujours dans cette défaite, on n'arrive pas à basculer. Je l'ai partagé avec mes leaders, les leaders ont pris les choses à main, et jusqu'à la fin de la saison, ils ont été très très bons. Madame, Justement, c'était sur les leaders. Comment vous choisissez les leaders? Je voulais vous poser la question avant. Voilà, en quoi ils vous aident? Alors, on comprend à remobiliser, mais comment vous les choisissez? Combien? Sur quel... Nous, on a le conseil des sages, que j'appelle, c'est mes 8 leaders. Dans les 8 leaders, on a capitaine et vice-capitaine, donc Jeff, Rémi et Mamad. Ensuite, on a 2 leaders qui sont des leaders de jeu, ce sont les 2 10, Mathieu et François. Ensuite, nous avons 2 leaders de vie d'équipe, qui sont en charge du bon fonctionnement de l'équipe, c'est JB et Benta Maïfouna. Et ensuite, nous avons un peu ce que j'appelle moi, le leader de valeurs, qui représente assez bien les valeurs, nos valeurs, qui est Yann Marie. Voilà. Donc, alors, comment ils sont choisis? Alors, c'est pas facile quand tu arrives dans un club. Ça a été une difficulté pour moi parce que je ne les connaissais pas beaucoup. Il y avait un leader qui était important quand je suis arrivé, qui est parti, c'était Serein. Donc, je savais qu'il y avait des joueurs qui étaient importants, mais qui n'avaient pas de statut. D'autres avec un statut, mais que je n'arrivais pas à percevoir. Donc là, c'est des entretiens, c'est observer, c'est regarder, notamment à travers des Bacchus. Moi, j'ai fait des Bacchus en début de saison, je pense que vous devez savoir ce que c'est. C'est des jeux, des échanges, des challenges. Et là, très souvent, je vois la qualité de mon groupe, en fait. Je sais qui va accompagner, qui a réussi à gérer son équipe, qui a coordonné son équipe, qui s'en fout des Bacchus. Et souvent, de là, j'ai des leaders qui émergent, quoi. Et ça a été important pour moi. La deuxième chose que j'ai fait à Bordeaux, que je ne fais pas tout le temps, et je l'ai fait à Bordeaux parce que je voulais comprendre le groupe et le fonctionnement du groupe, c'est quand on parle de nos valeurs, du fonctionnement de nos valeurs, de notre système de valeurs dans le fonctionnement de la vision, j'avais noté avec les joueurs, j'avais demandé aux joueurs de me citer une valeur importante pour eux, quelle est la valeur pour toi importante pour notre équipe, et je leur avais demandé de me citer le joueur qui représentait le mieux la valeur en fait. Parce que je me disais, je vais voir s'il y a des joueurs qui émergent en fait. Et je me suis aperçu qu'il y avait notamment plusieurs joueurs qui émergeaient et qui n'avaient pas de statut. Je parle à Yandré, même si Yandré était capitaine, parfois, mais aussi Blair Connor. Blair Connor, par exemple, il était sorti 7 ou 8 fois. Je me suis dit, mais putain, Blair Connor, il n'a pas de statut, si ce n'est
que c'est un bon joueur, que c'est un bon mec, un peu le chouchou de Chaban, mais c'est pas un statut ça. Et en fait, c'est là où est venue l'idée d'instaurer des leaders de valeur en fait. Parce que pour moi, quand je jouais Bordeaux avec Astre ou d'autres équipes, les deux joueurs qui représentaient plutôt bien Bordeaux, c'était Yandré et c'était Blair. Je trouvais qu'ils correspondaient bien à ce que je voyais de Bordeaux. Donc voilà comment j'ai fait par exemple des challenges, essayer de comprendre comment ils fonctionnent, évidemment discuter avec les anciens, reprendre les anciens leaders, mais j'en ai changé aussi des anciens qui étaient des leaders, qui ne sont pas des leaders avec moi, parce que pour moi un leader c'est celui qui donne au collectif. Un leader qui est leader parce que ça l'intéresse pour lui, pour moi c'est pas un leader. Il y en avait quelques-uns comme ça. Donc là il a fallu que je fasse le tri, et c'est facile à leur expliquer pour moi. Donc voilà comment. Alors après, c'est important de ne pas se tromper parce que je ne souhaite pas changer. Ça m'est arrivé une fois de changer certains leaders parce que je m'étais trompé dans la complémentarité des genres, ça ne m'allait pas. Et franchement, c'est pas agréable. Quand tu donnes un statut à un joueur parce que tu crois en lui et que finalement ça ne va pas, ça ne correspond pas à ce que tu veux, il s'est trompé, de lui dire écoute, je te retire ce leader. Franchement, c'est dur. Donc je prends beaucoup de temps de rencontres pour analyser les leaders. Il y a une question, madame, vous avez le micro, oui. Bonsoir. Je voulais revenir sur les 45% de chance. J'avais deux questions. La première question sur cette semaine, quel frein finalement vous avez rencontré une fois que vous avez énoncé, c'est pas une inventation, quoi, c'est-à-dire ça se fait pas tout seul. Donc quel frein vous avez rencontré auprès des joueurs? Et deuxième question sur le 30% sur le jeu. Comment vous les accompagnez là-dedans, parce que c'est pas qu'un travail personnel, comment vous, le staff, les accompagnez sur ce point-là? Donc la difficulté que j'ai rencontrée, et souvent ça se passe comme ça, c'était que les joueurs ne croient pas en eux, quoi. Ils ne croient pas que c'était possible en fait. Parce que pour faire des grandes performances, parce qu'il s'agit de grandes performances, à un moment donné, il faut croire que c'est possible, quoi. Sinon ça ne marche pas. Sinon ça ne marche pas, l'adversaire il ne te laisse pas fonctionner. Donc ça c'était ma première crainte, les premiers freins que j'ai eus, parce que je sentais bien que quand je parle de 5% en début de semaine et qu'il faut être à 50%, je sentais bien le lundi que les mecs ne percutaient pas. Pour eux, c'était. Ils n'y croyaient pas, quoi. Ils disaient, mais comment on va faire? Il manque des mecs, on ne sait pas entraîner, on va jouer la meilleure équipe d'Europe, comment on va faire, quoi? Et au fur et à mesure de la semaine, au fur et à mesure des échanges avec eux, moi et l'ensemble de mon staff, au fur et à mesure que les leaders ont commencé à sortir les pecs, et notamment aux entraînements, on a commencé à reprendre confiance en nous, dans nos entraînements, au collectif, et puis finalement on est arrivé petit à petit à trouver cette confiance, notamment sur la fin de la préparation, où on a monté l'intensité, notamment dans la relation en fait. Bon. Et on s'est servi effectivement de la corde de ceux qui pensaient qu'on allait se faire massacrer. Donc ça, c'est un levier qui est important. Ça ne peut pas être un levier qu'on actionne tout le temps. Je n'y crois pas une chose. Mais de temps en temps, ça réveille les mecs. Hein. Ça réveille les mecs. Voilà. Quant au jeu JE, effectivement, à début de saison, je leur fais remplir un questionnaire qui est lié à l'intime. C'est-à-dire, c'est quoi mes points forts, qu'est-ce que je vais donner au groupe, qu'est-ce que je vais me faire sur un terrain, quel est mon objectif. Donc ça, ils le font avec beaucoup de sérieux. Et évidemment, quand ils ne sont pas alignés, quand le joueur n'est pas aligné, bah, il faut le réveiller. C'est-à-dire que s'il veut être champion de France, s'il veut être en équipe de France, s'il veut être un taulier de l'équipe et qu'il s'entraîne comme pas comme ça, c'est pas possible. C'est pas possible. Et c'est ce que j'aime faire. Moi, j'aime quand les mecs s'engagent. Après, tu peux gagner, tu peux perdre, tu peux réussir. Pas réussir, c'est autre chose. Hein. C'est autre chose. Après, c'est la compète. Mais quand tu dis quelque chose, fais ce que tu as dit. Bon, sinon, ça peut me gonfler, ça. Mais très vite. Et comme je les connais par cœur, parce que, à force de les avoir, moi, je fais tout le lundi matin, j'ai 10 entretiens avec mes joueurs. 10 entretiens individuels. Toutes les semaines. Donc, vous comprenez bien que mes joueurs, je les connais par cœur. Mais je les connais par cœur. Je sais sur quoi ils sont sensibles, je sais sur quoi ils ne sont pas sensibles, je sais comment je peux les piquer, je sais comment je peux les accompagner. Ça, c'est tout le cycle de mon management et de la façon dont je travaille avec eux. Voilà. Mais ce qui est important dans des moments comme ça, c'est que oui, le JE, c'est-à-dire que c'est croire à ce qu'on va faire, mais c'est aussi donner plus que ce que tu fais d'habitude. Donc si tu ne donnes pas plus, je vais te le faire, voilà. Je vais te le dire. Je vais te réveiller, je vais te parler dans l'oreille.
parfois plus fort que d'autres. Hein. Et après, évidemment, il y a la sentence, il y a la compo d'équipe. Moi j'ai cette chance, la compo d'équipe, on va jouer à Toulouse, on a pris des garçons qui nous semblaient être les meilleurs et en état de jouer demi-finale. Je ne sais pas si je réponds à la question. Entre les dernières questions, madame, et puis on va passer aux bouffonnades. Si vous êtes... Monsieur Manet. Madame. Je ne sais pas où sont les micros. Oui, pardon. Oui, Monsieur. on voit. Très bien. Oui, Christophe, j'avais une question au niveau des médias, justement. Tu parlais tout à l'heure de l'influence que pouvait avoir un journaliste sur un après-match, sur un avant-match. Alors, vis-à-vis d'une équipe, vis-à-vis d'un entraîneur, vis-à-vis des joueurs aussi, qui sont pas mal impactés sur ce que peuvent dire les journalistes. Dernièrement, notamment avec Jalibert et Ntamak, ils ont beaucoup été mis en dualité, en rivalité, comparés et surtout impactés sur, comment dire, comme si on voulait comme si on voulait les opposer, exactement. Alors que je pense qu'intrinsèquement, c'est des garçons qui évidemment sont brillants les deux, ils veulent le bien du 15 de France. Est-ce que toi et ton staff, par rapport à ça et par rapport à Mathieu, tu impactes sur, tu arrives à faire relativiser le truc, à le faire. Évidemment que l'accompagnement, les joueurs sont très sensibles à ce qui se dit dans la presse, sont très sensibles à ce qui se dit sur les réseaux sociaux. Et ça, c'est une évolution de mon métier, par exemple. Il y a 10 ans, 5 ans en arrière, ça n'existait pas. Il n'y avait que la presse écrite, voilà. Donc les joueurs sont sensibles à ça. Donc effectivement, moi, on fait en sorte avec le staff de les accompagner. Le cas de Mathieu, évidemment, on en parle souvent avec Mathieu, parce que Mathieu, c'est un gamin de 22 ans. Hein. Il a 22 ans, le mec. Hein. Donc, même s'il a beaucoup de maturité, même si c'est un excellent joueur, il n'a que 22 ans. Quoi. Et des fois, il y a des jeux qui le marquent. Et nous, on le sent quand il est marqué. Alors, c'est un orgueilleux, c'est un chef de meute, Mathieu, c'est un loup. Hein. Mais par contre, on sent qu'il est marqué des fois. Et c'est là où il faut que nous, on soit capable de l'accompagner. Donc voilà. Donc après, on a beaucoup parlé de cette rivalité qu'il a avec Ntamak. Alors, je trouve que c'est une grande chance pour l'équipe de France. Je sais qu'ils s'apprécient, ils se respectent, on va dire, parce que tous les deux veulent mener l'équipe de France. Quoi. Donc voilà, donc on les accompagne énormément. Je te prends l'exemple de Cameron Woki, par exemple, je l'ai vu lundi à l'entretien, ils l'ont fait jouer seconde ligne. Ça peut poser un problème pour le gamin, parce que je pense qu'il va finir seconde ligne à l'équipe de France, visiblement. Donc s'il ne joue pas seconde ligne à un club, ça peut le déstabiliser, ça peut le perturber. Donc je voulais absolument le voir pour savoir ce qu'il avait dans sa tête. Est-ce que le fait de jouer troisième ligne pour lui, ça pouvait l'impacter, ça pouvait le gêner? Moi, je lui ai dit clairement ma façon de penser. J'ai dit, écoute, la polyvalence 4-6, elle est intéressante. Pour moi, dans le profil que tu as, et notamment en top 14, c'est autre chose dans l'équipe de France, mais en top 14, pour moi, tu es un vrai 6. Est-ce que tu es d'accord avec moi? Tu n'es pas d'accord avec moi? On échange, il me dit, oui, je suis d'accord avec toi. Donc voilà. Donc, mais effectivement, notre job, c'est de protéger les joueurs. Dire les choses. Hein. Moi, dans la presse, ça ne me gêne pas de dire qu'on a fait de la merde. Enfin, vous le savez, c'est pas un problème, hein. Et les joueurs le savent aussi. Hein. C'est pas un problème. Parce que ce que je dis dans la presse, je l'ai déjà dit aux joueurs. Donc c'est pas un problème. À un moment donné, il ne faut pas tromper les gens. Il ne faut pas tromper les gens. Il faut dire les choses, telles qu'elles sont. Et moi, ça me permet de passer à autre chose. Ça, c'est terminé, je passe à autre chose. Il n'y a pas de, pour moi, il n'y a pas de. Voilà, je ne suis pas un politique, je ne suis pas quelqu'un qui calcule. Je dis les choses telles qu'elles sont, où elles sont. Voilà, j'ai toujours avec beaucoup de respect parce que j'adore mon groupe. J'ai toujours fonctionné comme ça. J'aime mon groupe, j'aime mes joueurs. Par contre, il ne faut pas qu'ils décollent. Moi, je leur donne tout ce que je peux. Mais par contre, il ne faut pas qu'ils décollent. Il ne faut pas qu'ils décollent. Par exemple, si un joueur fait le comportement, je vais prendre l'exemple de Mathieu. Mathieu, quand on va jouer à Castres, bon, il se fait siffler parce qu'on rappelle que l'année dernière, il avait déconné un peu ça, moi, voilà, des conneries, quoi. Il se fait siffler, etc. Il passe sur les premières transformations du bord de touche, en repartant, il fait ça au public. Je l'ai convoqué le lundi matin, je dis ça, ne fais pas ça. Ne fais pas ça. Tu ne dois pas faire ça. Il laisse, tu le feras à la fin du match. Parce qu'en plus de ça, à Castres, ça le fait sortir de son match. Donc mon job à moi, en tant que manager, c'est de faire en sorte de pousser les mecs le maximum, parce que je sais qu'il n'y a pas de limite. Il n'y a pas de limite. Les seules limites qu'on a, c'est celles qu'on s'impose de nous.
Moi, il faut qu'on soit capable de donner plus que ce qu'on fait. Et ensuite, c'est recadrer très vite si ça va pas bien, ou protéger si je sens que le garçon est en difficulté. Ça, c'est mon job à moi. Et c'est comme ça que je trouve la confiance avec mes joueurs. Okay. Je propose qu'on avance, parce qu'on a encore des choses à partager avec vous. On va parler des bouffonnades. Pardon. Allez. Alors, bouffonnade, c'est un terme que j'aime bien employer. Alors, je l'emploie le moins possible, évidemment. Donc, je reviens toujours à ce fameux match de La Rochelle l'année dernière qui se situait au mois de mars, fin mars. Donc, vous rappelez-vous, pour ceux qui sont venus au match, c'était un match important pour nous, contre une grosse équipe, et on s'est fait écraser chez nous. Quoi. En sachant que, franchement, j'ai ressenti ce jour-là, j'ai ressenti ce week-end, ce que le Racing a dû ressentir ce week-end, en fait. Non, mais c'est vrai, ça décollait. Ce match, on est 6-3 ou 9-6 à la mi-temps, on est dans le match, on n'est pas fameux, mais on est dans le match. Il fallait s'accrocher, il fallait combattre. À la sortie, on prend un essai très rapidement en deuxième temps et plus personne. L'équipe, elle se couche. Ça le donne de me gonfler. Quand on parle on ne renonce pas, on ne lâche jamais. Ça, c'est l'exemple un petit peu de ce qu'on avait fait ce jour-là. Et c'est un peu le ressenti que j'ai eu ce week-end après le Racing. On fait une première mi-temps qui est un peu heurté avec des erreurs. On n'est pas dominé, comme j'ai beaucoup entendu le dire. On a un mi-temps catastrophique, un mi-temps très bon. C'est pas le ressenti que j'ai du bord de terrain. Et quand je vois la vidéo, on a fait des erreurs. On n'était pas bien en place. On a fait des erreurs qui nous ont coûté cher. Mais je trouvais qu'à partir de la 30e minute, on commençait vraiment à dominer. Et puis en deuxième mi-temps, quand on marche le premier essai, le Racing a complètement claqué. Quoi. Si on joue un quart d'heure de plus, il prenait 4 essais de plus. Quoi. Et j'avais ressenti ça. Et franchement, ce jour-là, je me dis, c'est pas possible. Comment on a pu faire ça quoi. Comment on se prépare à un match très important pour nous, contre un adversaire qu'on n'apprécie pas trop. Et comment on a pu se coucher comme ça. C'est des trucs qui j'arrive pas à comprendre. Quoi. Donc quand c'est comme ça, j'ai besoin de comprendre. Comment j'arrive à l'analyser. Comment j'arrive à l'analyser pour le partager avec les joueurs. Parce que moi, le lundi matin, on arrive, il y a mes entretiens du lundi matin, mais à 11h45, il y a la vidéo qui est une vidéo collective, et là, je pilate le match, pourquoi on a gagné, pourquoi on a perdu. C'est un peu ça. Donc et là, je me dis, mais comment on a pu faire un truc pareil quoi. Parce que c'est pas que le rugby, quoi. Quand tu te couches mentalement, quand tu n'es pas fort, il y a des choses qui m'échappent, quoi. Et là, effectivement, quand c'est comme ça, je passe un mauvais dimanche. Les gens qui sont autour de moi aussi. Et j'essaie de comprendre, quoi. J'ai besoin de comprendre. Et là, quand c'est comme ça, je suis seul, quoi. J'ai besoin de comprendre. Et je tombe sur un bouquin chez moi de Charles Pépin, philosophe, et qui parle des vertus de l'échec. Ça tombe bien, ça. Donc, parce que je cherche, j'essaie de comprendre des clés, quoi. Pourquoi on a fait ça, quoi. Et en fait, je vous fais grâce du bouquin, mais dans le bouquin, il dit dans la façon de manager l'équipe, des fois, il faut changer. Des fois, il faut changer. Donc, et moi, ce jour-là, j'ai vraiment le sentiment qu'il fallait changer. Encore une fois, j'adore mes joueurs. À Bordeaux, on a une équipe qui est fantastique. Je le dis souvent, on a des mecs qui sont fantastiques. Humainement, il y a des mecs super bons. Il y a des super joueurs, on a une belle équipe, franchement. Et tant si bien que des fois, j'aimerais pas être leur coach pour être leur copain. Tellement qu'ils me font rire, bon, pas tout le temps, pas tout le temps, mais franchement, j'ai une relation avec eux incroyable. Et je me suis dit, pour solder ce match, comment je vais faire? Alors je vais arriver, je vais faire la grimace, bon, ils vont arriver des heures comme ça, ils arrivent sur toutes les pompes, les mecs. Ils s'assoient, ils attendent là, que ça passe. Donc je me suis dit, comment je vais traiter ce match? Donc effectivement, soit je les engueule, je les tabasse, et ça va, mais je ne change pas mon fonctionnement finalement. Donc ça va durer un jour, 2 jours, 3 jours, puis après, on la vie reprend dessus, et puis ça repart. Alors probablement qu'on aurait réagi, évidemment, mais je me disais, est-ce qu'on va réagir dans la durée, quoi? C'est ça qui m'était porté, parce qu'on était au mois d'avril, on rentrait dans ce mois d'avril, que j'en parlais tout à l'heure, et mais est-ce que les joueurs vont changer, quoi? Et pour que les joueurs changent, il fallait que moi je change. Ce que appelle le PPN, c'est bifurquer. Donc j'avais un fonctionnement qui était un fonctionnement comme ça, et je passe à un fonctionnement comme ça, beaucoup plus autoritaire, avec des règles différentes.
Là, c'est des choses que je n'aime pas faire dans mon management. C'est pas quelque chose qui me. J'aime pas faire ça, mais je vous garantis que ça ne me pose pas de problème de le faire. Donc comment ça passe? Alors évidemment, je partage avec eux. Pourquoi? Une des questions, c'est. Pour moi, le match, c'est une soumission en fait. C'est dur quand tu es joueur de rugby. On te dit, mais c'est une soumission. Quoi. Les mecs, ils nous ont fait deux tours. C'est terrible. Quoi. Donc, je leur pose la question, pourquoi? Donc là, il y a un peu d'échange. Alors, pas trop. Quand c'est comme ça, je les mets par groupe, parce que sinon, avec moi, ils ne parlent pas. Donc, il y a des remontées, etc. Donc, et reviennent ce putain de mois d'avril. Alors, pourquoi je dis ce putain de mois d'avril? Parce que ça ne vous a pas échappé qu'à Bordeaux, pendant de nombreuses saisons, donc l'équipe était plutôt pas trop mal, parfois très très bien, avec des bons débuts de saison, parfois très bien, et souvent au mois d'avril, ça commençait à déconner, puis ça finissait 7e, 8e, 9e, 10e, tous les ans. Et on me parlait tout le temps de la malédiction du mois d'avril. Je me dis, le mois d'avril, mais qu'est-ce qu'il y a le mois d'avril à Bordeaux? Moi, la première année, je ne l'avais pas connu, ça va être le mois de mars. Donc, ça va être le mois de mars, le mois d'avril, je ne l'ai pas connu. Donc, j'ai dit, mais qu'est-ce qui se passe au mois d'avril à Bordeaux? On commence à me dire, ah, les mecs, ils vont faire du surf, les gosses, ils vont jouer au golf, ils font l'école. Ça me décollait. Les mecs, c'est des compétiteurs. On s'entraîne comme des bêtes, on a envie d'être les meilleurs, on veut être des champions. Et on me dit qu'au mois d'avril, quand il commence à faire beau et que le championnat est top, ou qu'on commence à arriver à la fin du championnat, les mecs, ils ont plein de s'entraîner. Je ne crois pas une seconde à votre histoire. Je ne crois pas une seconde à votre histoire. Donc là, je le démontre. Donc je vous passe des détails, parce que quand c'est comme ça, on s'explique. Donc je dis, les gars, on manque un peu de caractère quand même. On manque un peu de caractère. Donc je dis, à partir de là, le temps, on fait quoi? Qu'est-ce qu'on fait? Donc, soit on continue comme ça, et on va gagner le prochain match, puis le prochain match c'était Agen, puis on perdra celui d'après parce qu'on n'aura plus réagi, c'était Bayonne, et ainsi de suite, Donc je leur dis, les gars, puisque le mois d'avril, vous avez tendance à oublier les objectifs du club, parce qu'on est tous là, on veut tous se qualifier, tout le monde veut se qualifier. Quand je prépare la saison, j'appelle ça la vision. Ben, tout le monde dit on veut se qualifier de 1 à 6, de 1 à 4, de 1 à 2. Et j'ai le temps que c'est au mois d'avril, les gosses. Plus tout le monde a oublié qu'on veut se qualifier. Ben, il faut cravacher pour se qualifier. Le top 14, c'est très très dur. Pour entrer dans le top 6, c'est très très dur. Ça ne vient pas comme ça. Hein. Ça ne vient pas comme ça. Donc je leur dis, les gars, on va mettre en priorité maintenant. À partir de maintenant, c'était le 30 mars, on va mettre en priorité, ça tombe super bien, on va mettre en priorité des nouvelles règles pour le mois d'avril. Et notamment par rapport à ce top 6. Je veux que le top 6 soit une priorité pour tous. Alors, quelques règles, nouvelles règles. Pas de programmation. J'ai l'habitude de fonctionner avec une programmation assez classique. Ils ont 15 jours d'avance, ils savent comment ça va se passer, il n'y a pas de problème. Parce que c'est important pour moi dans le fonctionnement habituel. Je veux que les joueurs, parfois ils sont jeunes, parfois ils sont mariés, les gosses, c'est important qu'ils sachent comment ça va se passer. J'attache beaucoup d'importance à ça. Donc là, je leur ai dit, les gars, étant donné que notre objectif de top 6, ne cassez pas les bonbons, vous aurez la programmation du jour au lendemain. Ça, vous penserez, au lieu de penser à aller faire du surf, du golf, vous allez dire, on ne sait pas trop quand on va y aller. Ça, c'est le premier point. Deuxième point, pas de musique. Alors ça les gonfle. Quand ils sont en muscu, il faut y mettre un point. Il faut voir, quand c'est en muscu, franchement, il faut voir les mecs bosser. C'est incroyable. Hein. Incroyable. Alors, ils mettent de la musique à fond. Là, je dis, les gars, pas de musique, je vais entendre les barres claquer. Pas de musique. Donc, bon, c'est un peu cher, hein. Mais bon. Non, les gars, objectif top 6. Pas de musique. Alors là, ils sont un peu revenus parfois, parce qu'à un moment donné, bon, j'arrive à adoucir un peu le truc, on a un bon résultat ou deux, je commence un peu, non pas à lâcher, hein, mais à être un peu plus simple avec eux. Et là, ils commencent à me dire, est-ce qu'on peut pas mettre de la musique le jour? Je dis, règle du mois d'avril, non, rien, que dalle. Alors là, il faut que je me paye, c'est parce que j'ai envie de rire. Troisième, alors ça c'est terrible. Troisième chose, pas de laverie. Vous allez voir, c'est-à-dire pas de laverie. Nous les joueurs, ils arrivent, ils ont la brosse à dents. Ils arrivent, ils ont le linge à leur bureau, à leur casier, tout est nickel, repassé, impeccable. Ils s'entraînent le matin, on leur lave l'après-midi, l'après-midi est deux, ils ont l'après-midi impeccable, et ça c'est tout le temps. Et là, je leur dis pas de laverie. Alors, ils me regardent avec les grands yeux.
Ouais, pas de la vie, c'est votre femme qui va être contente. Vous allez voir quand votre femme allez rentrer avec les tenues à laver. Vous allez voir, j'espère qu'elle va vous foutre un souffleur en plus. J'ai pas de l'abri, ça les gonfle vraiment. Et pour le staff, pareil. Pas de l'abri pour le staff. Tout le monde est dans les mêmes priorités. Donc pas de collation. Bon, ça c'était un peu plus gentil. On a notre cuistot qui est en permanence avec nous. Il restait le gars jusqu'à 16h pour nous faire pour faire au gars les collations notamment le mardi, le jeudi, pour faire en sorte qu'on passe bien les journées. Donc le gars c'est son job, mais il faisait tout proprement. Il disait pas de collation. Vous irez aller chez vous, vous allez. Et enfin, dernier point, pas de bouffonnade. Alors le bouffonnade, il faut que je vous explique ce que c'est. Alors le bouffonnade, le bouffonnade, ça vient du mot bouffon. Pour moi, un bouffon, c'est le mec qui parle beaucoup, qui fait jamais ce qu'il dit. C'est un bouffon. Moi, je ne suis pas un bouffon. Je ne suis pas un bouffon. Je n'ai pas entraîné les gens qui sont des bouffons. C'est pas mon job. C'est pas ça. Et en fait, le groupe vit tellement bien que, et ça, là, je pense qu'ils le font, hein, tous les mardis soirs ou assez régulièrement, ils font des repas à thème en fait. Alors c'est rien de méchant, hein, ils se retrouvent pas tous, hein, ils se retrouvent 7, 8, 10, 15, 20, ils font un repas, alors des repas à thème, ils se déguisent, ils vont dans les restos, c'est jamais bien méchant. Hein. Après ils partagent ça sur les réseaux sociaux. Et cette semaine-là, ils avaient fait un repas à thème, c'était la mafia italienne. Alors je les avais vus un truc, les colts, les fusils, je dis bon mais les gars, vous vous rendez compte, hein, vous vous rendez compte. On joue un match important. Vous faites c'est pas les comptes, si vous mangez au resto, c'est pas un problème, hein, mais vous êtes habillés en mafia italienne. Vous le partagez avec le monde entier. Et à la sortie, on se couche contre La Rochelle. Vous vous rendez compte de ce que c'est? Je dis ça, j'appelle ça dans les bouffonnades, je ne veux plus en entendre parler. Si vous les faites, je vous demande d'arrêter de faire ça. Si vous les faites, je vous garantis qu'il ne vaut mieux pas que je sois au courant. Parce que sinon, ça va être dur. Donc ça a été les règles importantes pour moi. Donc pour remettre tout le monde un peu dans un fonctionnement où la priorité, tout d'un coup, devenait la priorité du top 6 et arrêtez de parler de ce qu'on aurait du mois d'avril. Donc voilà un peu les bouffonnades. Donc après une très grosse déception, un échec. La différence entre un échec et une déception, c'est l'échec qui te fait mal. Il te fait mal. Affectivement, il te fait mal parce que tu n'as pas répondu à tes attentes. Et ça, c'est terrible pour moi. Donc comment je l'ai géré? J'aurais pu fonctionner comme je faisais habituellement, en serrant un peu la vis. Probablement que j'aurais réagi, forcément que j'aurais réagi. Mais je ne sais pas si ça aurait duré. Là, je leur ai dit, bon les gars, pendant le mois d'avril, puisque vous me faites vous gonflez votre mois d'avril, on va voir si l'objectif du top 6 est important. Donc je mets des règles, des nouvelles règles. Donc après, je leur ai mis les nouvelles règles du mois de mai, j'avais un peu assoupli, j'avais remis notamment la laverie. Je disais, on va avoir des mecs qui vont divorcer un peu. Donc voilà, mais j'ai pas tout mis quoi. J'ai pas tout mis. Parce que je dis attention, si vous déconnez, on a la donner. Donc c'est ce fonctionnement que j'ai choisi de mettre en place, en durcissant ma façon de fonctionner avec eux, et pour qu'on remette vraiment l'accent sur la compète et les résultats. Voilà ce que j'ai mon histoire à raconter sous pression. Le sujet, c'est comment vivre sereinement sous pression. Il ne vous a pas échappé que le fait qu'on remette les règles, c'est quand même mettre un peu la pression sur les joueurs. Même si vous avez bien compris qu'à l'intérieur de lui-même, il se marre de voir comment les joueurs réagissent. Donc, sur cette partie dans le bouquin, vous trouverez un thème qu'on partage avec Christophe vraiment au quotidien. C'est celui-ci, c'est l'optimisme. Nous, dans le bouquin, ce qu'on a vraiment, c'est que l'optimisme, c'est une compétence qui se développe. C'est pas inné, ça s'acquiert. C'est une compétence psychosociale. Donc je ne vais pas vous faire la définition, comme ça j'ai des signes du public qui me montrent qu'on est un peu à la bourre, donc je ne vais pas vous expliquer notre vision du monde de l'optimisme, mais juste, je voudrais vous emmener juste là. Pardon. La page 130. La page 130, il y a un test d'optimisme. Et faites attention, ne le faites pas maintenant, parce qu'on n'a pas fini. Mais vous pouvez faire le test, vous avez les résultats, et faites attention, si vous avez un score très élevé, c'est pas bon signe. C'est pas bon signe. Si vous dites ouais super j'ai le score maximum, c'est que vous êtes optimiste. Très bien. Mais si vous êtes optimiste de volonté
et trop optimiste, c'est-à-dire que vous êtes optimiste de volonté et optimiste de chemin. C'est-à-dire vous dites, je vais le faire et ça va être facile. Donc vous êtes un peu je vais être champion de France sans trop m'entraîner parce que je suis quand même très 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 fort. Donc il faut être optimiste de volonté du style, je vais être champion de France, mais par contre pessimiste de chemin, ça veut dire ça va pas être facile parce qu'on a des équipes qui nous attendent. Donc amusez-vous à faire le test et dites-vous bien que si vous avez un excellent score, méfiez-vous, vous êtes peut-être trop optimiste. Donc on passe maintenant à la deuxième série de questions. Oui, alors il y a des gens qui... Le micro, il faudra un micro, oui. Oui, c'est bon. Monsieur Rios. Bonjour. Bonjour. Bonjour, monsieur Malaï. Qu'est-ce que la première mi-temps contre le Racing n'était pas fait, un peu délicate, qu'est-ce que vous leur avez dit pour qu'en fait ça se réveille à fond et vous marquiez le nombre de points considérables à la deuxième mi-temps? Qu'est-ce que vous leur avez dit? J'ai l'habitude. À moins que ce soit un secret. Ce qui est dans le vestiaire, mais je m'agrée. Mais bon, ce soir, je verrai les ceintures. Bon, les gens ont ce fantasme du vestiaire. Souvent, quand on fait une mauvaise première mi-temps, puis bon, souvent, on dit putain, qu'est-ce que tu as pu leur mettre? Quand je vous ai gueulé, je voudrais plus les mecs. Si je passe pas. Parfois, je gueule, mais je suis pas un gueulard. Par contre, je cherche à mettre les points sur nos problèmes. Donc, en l'occurrence, par rapport à ce match, il y a trois choses que je leur ai dit. La première, c'est que, effectivement, le Racing, quand même, nous prenait pour des cons. Donc, on dit, bon, ça va peut-être suffire, quoi, que les mecs s'amusent devant nous, à nous faire des signes, des trucs, de ne pas marquer les essais quand ils doivent les marquer. Ça, c'est pas acceptable, c'est pas possible. Je vous demande de monter votre agressivité, parce qu'on se laisse amuser. Non, c'était pas possible. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, je trouvais que tactiquement, on ne jouait pas très bien. Alors, on faisait beaucoup d'erreurs, mais on ne jouait pas très bien. On avait mis un profil de match, on voulait jouer d'une certaine façon et on n'arrivait pas à le faire. Donc je nous trouvais un peu timide, je nous trouvais un peu respectueux en fait de cette équipe. Donc il fallait vraiment continuer à avancer. Et enfin le troisième point, c'était si on ne voulait pas marquer de points, il fallait continuer comme on faisait sur la première mi-temps. C'est-à-dire faire des fautes quand tu es à 5 mètres, lâcher le ballon dans la butte, être organisé sur les mêlées à 5 mètres. Mettre un ballon en touche. Donc voilà, donc il y avait ces trois points qui étaient importants. Un, on ne peut pas se laisser faire de tout par une équipe qui se croit supérieure à nous. C'est pas possible. Donc élevez votre niveau. Deux, soyons moins timides et jouons avec les qualités que nous avons et surtout comme on avait préparé le match. Et trois, il faut absolument améliorer l'efficacité au travers des zones de marque. Voilà un peu ce que j'ai dit aux mecs. Et ils se sont pris, alors, et effectivement, ils ne le voyaient pas complètement comme ça, et je pense que ça les a réveillés en fait. Ça les a réveillés, et le fait de marquer assez vite en deuxième mi-temps, et marquer ce deuxième essai quasiment dans la foulée, fait qu'on est devenu, on a retrouvé confiance, et après on a fait une très belle deuxième mi-temps. Mais ce que je veux dire, c'est que la mi-temps, c'est un moment que j'adore. J'adore la mi-temps. Parce que des fois, c'est pas facile, mais j'adore la mi-temps parce que c'est mon job. C'est mon job. La mi-temps, tu peux vraiment tourner les choses. Tu peux tourner les choses. Des fois, les joueurs sont abattus, il faut les remettre dans le truc. Des fois, on déconne, il faut les pincer. Parfois, on est euphorique, il faut revenir à des choses plus simples. Et ça, et on n'a pas beaucoup de temps. On a 15 minutes. 15 minutes, nous, on le partage en 4 étapes. En 3 étapes, pardon. Il y a 3 fois 3 minutes, en fait. 3 fois 4 minutes. La première partie, c'est la récupération. 4 minutes de récupération. Nous, pendant ce temps, le staff, on fait le point. Ensuite, il y a le point de ligne, c'est-à-dire les avants et les trois quarts font le point, et moi ensuite je fais le point collectif et on repart au combat. Donc la mi-temps elle est importante, mais ne pensez pas une chose, c'est que on est toujours en train de gueuler, mais moi en tous les cas c'est pas du tout comme ça que je fonctionne. Ça m'arrive de le faire. Je le fais quand je sens qu'on n'est pas conquérant. Ça m'arrive de le faire quand on joue comme on ne sait pas, comme on s'entraîne, comme on ne sait pas entraîner. Ça me donne de me gonfler. Voilà. Mais sinon, j'essaie de trouver des clés pour les faire réagir parce que les joueurs, parfois, ils ont besoin de nous, quoi. Ils n'arrivent pas à trouver les clés sur le terrain, ce qu'on a prévu, ça ne marche pas, et ils ont besoin de nous, quoi. Et là, il faut parfois être assez clair, quoi. Donc voilà, le temps de la mi-temps. On va prendre une ou deux questions. Monsieur, vous avez levé la main, on va vous apporter un micro. Sébastien arrive. Sur la droite, Sébastien, juste là. Monsieur, vous pouvez relever la main. Ouais, merci. Merci beaucoup. Bonsoir Christophe, bonsoir Frédéric. On est venu
en groupe. Très bien. J'ai deux questions à vous poser. La première, est-ce que vous avez prévu une dédicace à la librairie Hugo Mola cette année pour le livre? Et la deuxième... Ça se passait bien jusqu'à maintenant. Voilà. Pour être sérieux 2 minutes pour le match de samedi qui nous obsède, quel est le thème de la semaine? Et vous obsède? Ah moi, oui, personnellement, oui, on est dedans déjà. Parce que je peux pas dormir quand même. On essaie. Mais quel est le thème de la semaine pour l'histoire de la semaine justement, dont vous parliez? Si vous pouvez la divulguer. Non, c'est pas. Mais on a une thématique. Donc nous, cette semaine, on a fait le choix d'une semaine de récupération. Parce qu'on a joué dimanche, on est rentré lundi, c'est pas simple. Donc on a vraiment fait le choix de faire une semaine où on s'est entraîné hier. Donc lundi on a fait un peu de récup, on a fait la vidéo, on a soldé complètement le match du Racing pour que hier on puisse vraiment se concentrer sur Toulouse. Et on a fait qu'une journée de travail hier. En principe, quand on a des semaines courtes comme ça, on fait mardi, mercredi. Et là, je n'ai pas souhaité faire comme ça parce que je voulais vraiment qu'on récupère bien, quoi. Tant sur le plan mental que sur le plan physique, parce que le match de la semaine dernière a été dur. C'est un match de reprise aussi, c'est un match dur, dans un environnement qui n'est pas facile. Donc on voulait vraiment bien récupérer pour qu'à partir de demain, vraiment on bascule sur la préparation du match. Donc la préparation du match, elle commencera demain. Parce que si ça vous obsède, les joueurs sont aussi, pas obsédés, mais excités aussi. Donc il ne s'agit pas, dans des situations comme ça, de préparer le match dès le lundi, dès le mardi, dès le mercredi. Il faut être prêt samedi à 21h. Avant, c'est pas utile. Après, beaucoup moins. Il s'agit d'être vraiment prêt, alors il faut monter crescendo. Donc on a fait le choix, donc je te donne cette info pour que, bon, je ne peux pas te donner tout, mais je donne cette info pour te dire qu'on a fait ce choix-là de bien récupérer dans un premier temps, pour demain récupérer des joueurs vraiment orientés sur Toulouse et bien préparés sur Toulouse. Question madame, et puis après on va passer à la troisième histoire, la meilleure équipe n'a pas gagné. Oui, vous avez déjà le micro, je crois. Oui, parfait. Vous l'avez gardé depuis tout à l'heure. stratégique en fait. Oui. Non mais juste pour revenir, vous avez effectivement cité l'exemple de La Rochelle qu'on a tous en tête. Hein. Je suis un peu surprise que vous n'ayez pas cité, alors peut-être que ma mémoire fait des amalgames dans le temps, mais je suis un peu surprise que vous n'ayez pas cité l'exemple de Lyon parce que du coup, comment vous gérez quand pour le coup, il y a quasiment, enfin pas consécutivement, mais presque, des gros échecs de cette sorte. Bon, il y avait des déclarations que vous aviez faites qui sont restées dans les mémoires, demain, aujourd'hui j'ai les glandes, demain, bon, voilà. Mais du coup, quel levier du coup vous arrivez à trouver quand consécutivement, quasiment, il y a ce genre de défaite énorme? Est-ce que c'est plus sur le collectif? Est-ce que c'est autant sur les individus? Enfin voilà. Ouais. Alors après, des défaites énormes, oui. Moi, des défaites énormes sur le comportement de la Lyon notamment. Alors après, c'est pas du tout. Lyon, c'était en début de saison, et là, c'était plutôt en fin de saison. Donc, c'est pas du tout les mêmes choses. Après, Lyon, j'avais choisi de. Ce qui m'avait. Lyon, je le remettais dans un contexte qui n'était pas facile parce qu'on sortait de la demi-finale perdue contre Bristol, où on perd après prolongation en faisant un match incroyable. On devait jouer à Lyon le samedi, puis il y a eu des cas de Covid. On devait jouer le dimanche. Puis ensuite, on a finalement joué le lundi. Et c'est là où j'avais parlé de match universitaire. Donc, ça, c'était la thématique de la semaine. Mais je ne pensais pas qu'on allait faire un match universitaire comme ça. Donc voilà, donc là, ce jour-là, j'ai dit ce que je pensais, mais je n'ai pas changé ma façon de fonctionner. Je ne peux pas changer chaque fois. Là, c'était. Pourquoi j'ai changé après La Rochelle? Parce que vraiment, il y avait ce mois d'avril qui me hantait derrière. Et je n'arrivais pas à comprendre comment on pouvait se faire. Être aussi. Croire à des trucs qui ne servent à rien, quoi. Et moi, j'entendais même des membres de mon staff dire: ouais, le mois d'avril arrive, allez. C'est pas possible, il n'y a pas croire à des conneries pareilles. C'est pas possible. Donc, et ça m'a incité à changer vraiment mon comportement. Je dis: les gars, on va voir si le mois d'avril, on va pas le passer comme il faut. Et finalement, on a passé le mois d'avril, impeccable. Donc voilà, parfois j'ai des coups de sang. À Lyon, j'ai eu un coup de sang. Après, bon voilà, je le remets dans le contexte, je fais la gueule 3 jours, 4, et Lyon ne repart. Mais il faut que, pour les joueurs, il faut qu'ils comprennent que, pour moi, je dois être lisible en fait. Lisible, c'est-à-dire qu'un joueur, quand il déconne, il sait que je suis pas content, quoi. Et alors il y a des degrés de pas content. Hein. Et parfois, quand on fait des bons matchs, quand on est en accord, aligné avec ce qu'on fait, ben, je suis plutôt content.
Et là, c'est pareil, il y a des degrés de content. Donc voilà, donc les joueurs, si les comptes sont du quart, immédiatement, je dis bien immédiatement, il va être remis dans le quart. Mais immédiatement, je n'attends pas 3 jours, 4 jours, c'est immédiat. Voilà. Alors parfois, c'est juste une approche, une discussion. Mais le joueur sait que j'ai vu des choses et que ça ne me plaît pas. Voilà. Et c'est cette relation que je veux avoir avec mes joueurs, une relation d'honnêteté. Voilà. Je peux me tromper, je me trompe. Ok. Moi, je pense que tu es comme ça, tu me dis que tu n'es pas comme ça, ok, pas de problème. Pas de problème. Mais là, déjà, je suis surveillé. Ça, je ne le dis pas. Alors, moi j'ai une question à vous poser, le public. Théoriquement, on a fini depuis 10 minutes. Donc, soit on arrête maintenant et on va faire des dédicaces, soit vous êtes prêts encore à tenir 10 minutes, mais c'est vous qui décidez et on vous raconte la dernière histoire. Qu'est-ce que vous préférez? Vous restez encore un peu? Vous êtes sûr, hein? Vous ne m'en voudrez pas parce qu'on a dépassé le timing. D'accord, non, parce qu'après vous risquez de poser des questions. Bon, d'accord. Bon, on y va. Bon, je vais aller plus vite. Hein. Ouais, c'était aussi le message. Donc la troisième histoire, notamment, c'est notre dernier match qu'on joue contre Toulouse l'année dernière, en fait, la demi-finale. Franchement, ce jour-là, j'ai trouvé que sur le match, la Miracle n'avait pas gagné. Encore une fois, c'est pas un manque de respect à Toulouse. Toulouse a gagné le match, ils n'ont pas volé le match. C'est pas un problème. Mais franchement, ce jour-là, si on a eu les dieux du rugby un peu avec nous, on aurait gagné le match. Voilà. Donc pour être champion de France, il faut avoir cette part de chance. Et on l'a payé ce jour-là, et on n'a pas réussi à avoir cette part de chance. Voilà. Donc je vais vous expliquer un peu comment je l'avais préparé. Donc évidemment, c'était une demi-finale. La demi-finale, pour nous, c'était incroyable, parce que le club ne s'était pas qualifié. Le club ne s'était pas qualifié jusqu'à maintenant, et nous, dans cette période-là, on fait 3 demi-finales. C'est incroyable quand même. Alors certes, on n'a pas réussi à passer l'étape de la demi-finale, on n'a pas réussi à gagner, mais je souhaite au club, pendant les 15 ans qui arrivent, de faire des demi-finales tous les ans. Et un jour ou l'autre, on arrivera à les basculer. Voilà. Donc je disais, il va falloir qu'on élève aussi notre niveau, qu'on soit capable surtout de bien apprendre par rapport au match qu'on avait déjà fait contre eux. On avait joué 3 fois contre eux, ils avaient battu 3 fois, toujours un peu limite, on a l'impression qu'on peut les battre, puis finalement c'est eux qui gagnent, on les tient, puis on les tient plus. Mais on avait quand même on jouait toujours pas très bien quoi, contre eux. D'ailleurs, quand on n'utilisait pas bien le jeu au pied, on n'était pas toujours efficace en zone. Contre le Stade Toulousain, il faut être froid. Une équipe de très haut niveau, avec des joueurs de très haut niveau, capables de faire la différence avec rien. Vous l'avez vu contre Brive, ils se sont malmenés tout le match, et finalement ils arrivent à gagner le match. Ça c'est la marque des grandes équipes. Hein. Donc pour eux, contre eux, il faut être capable d'être extrêmement froid, il faut les mettre sous pression en permanence. Donc ça veut dire qu'il faut être un peu extraordinaire. Ce que j'avais dit dans la thématique du match, alors assez rapidement, c'était juste efficace et surtout ensemble. Voilà comment on avait préparé un peu le match. Donc il fallait également se jeter, il fallait y aller, et là c'était soit tu gagnes, tu vas en finale, soit tu perds et c'est les vacances quoi. Donc là il n'y a pas de temps à perdre. Donc et pour nous c'était un peu la thématique de ce match. Donc bon évidemment c'était l'envie d'aller au Stade de France, l'envie de prendre le bouclier, et puis surtout la thématique de la fin de saison c'était la Casa del Papel. Je ne sais pas si vous connaissez, c'est un casse. Le casse. Et pour nous, c'était la fin de saison, c'était on veut faire le casse du siècle. Personne ne pense à nous, on veut faire le casse du siècle, à voler 1 se qualifier, 2 à voler le bouclier de Rébus. C'était un peu ça. Donc on n'a pas réussi à le faire, comme vous le savez. Ça s'est joué à très très peu de choses, franchement. Bon, quand on regarde le match, ça se joue vraiment à peu de choses. Il marque un essai en première mi-temps, franchement, c'est contré, ça revient, c'est bon. Comme ça, on a ce carton rouge qui me semble être très très dur. Je pense que si on joue à 15 tout le match, on le serait battu. Probablement que la décision de la fin de match de prendre la pénalité, c'était pas la bonne. Moi, c'est moi qui leur ai demandé de prendre la pénalité. À la lecture du match, je trouvais que c'était important de revenir, de leur mettre de la pression, d'avoir un dernier ballon pour aller chercher à gagner. Parce qu'ils n'avaient pas s'ils avaient eu le carton jaune, je pense que j'aurais fait différemment. Mais là, il me semblait qu'il fallait leur mettre de la pression, ils étaient à genoux, il fallait vraiment continuer à les mettre de la pression. Et quand j'ai revu moi le match, quand j'ai retravaillé le match, je pense qu'il fallait aller à la touche. La seule chose que j'ai vue,
Et ma peur que j'avais, ma crainte, c'était qu'on prenne, s'il restait, après pénalité, il restait 4 minutes. Donc 4 minutes, c'est pas beaucoup. Hein. Donc, la seule chose que j'avais peur, c'était qu'on prenne un ballon en touche, par exemple, qu'on bataille, qu'on mette du temps pour marquer, que finalement on marque dans un angle, qu'on n'arrive pas à transformer, et que le match soit fini. J'avais peur de ça. Bon, des fois, il faut aller vite là. Donc voilà, j'avais eu la trouille de ça. Quoi. Donc j'ai dit, on prend les points, on les met sous pression, on leur a encore un ballon, et après on va les attaquer. Sauf que je ne joue pas bien à la ballon. Donc comment moi je gère les échecs, bon, j'ai parlé de l'histoire de La Rochelle. D'abord, la première des choses, dans tout ce que je fais, moi je n'envisage jamais l'échec. Jamais. Tout ce que je fais, à aucun moment je me dis je vais me planter, ou ça va pas marcher, ou peut-être un peu. Jamais. Jamais. Quand je fais les choses, je sais que ça va marcher. Donc ça veut dire que je me prépare énormément. J'ai acheté un domaine viticole dans le Minervois, c'était au mois de mars 2020. Mars 2020, c'était juste avant le Covid. Mais à aucun moment je me suis dit, je ne vais pas l'acheter parce que le Covid, je vais attendre. J'étais prêt, j'avais du temps, parce que c'était un moment où j'avais du temps. C'était le moment de le faire. Je ne me suis pas posé des questions auxquelles je n'avais pas de réponse. Je vais le faire, je vais me préparer, ça va être dur, mais je vais réussir. Si, malgré ça, ouais, donc si malgré ça, évidemment, je me plante, mais comment je fonctionne? Évidemment, quand il y a eu, bon, j'en ai parlé de La Rochelle, mais c'est un peu pareil. La première des choses, c'est analyser ce qui s'est passé. Analyser. La Rochelle, j'ai passé mon dimanche, j'ai essayé de comprendre pourquoi j'en avais perdu le match. Qu'est-ce que moi j'avais fait de mal? Pourquoi j'avais mal préparé l'équipe? Parce que je considère que j'avais mal préparé l'équipe. Voilà, comment, qu'est-ce que je reprends ma semaine, on en discute avec le staff, etc. Donc je cherche où j'ai pu faire une erreur. La deuxième chose, évidemment, c'est faire preuve d'humilité, mais tout le temps, parce que la vie, elle te rattrape. Prenez l'exemple du Racing ce week-end, je pense qu'à un moment donné, ils pensaient qu'ils allaient nous en mettre 30, les mecs. Sauf que quand ça s'est pas passé comme ça, ils n'avaient plus les ressources pour changer. Quoi. Parce que justement, ils étaient sortis ils ont manqué d'humilité. Ça, c'est le point. La deuxième chose, ensuite, c'est toujours, j'en ai parlé tout à l'heure, c'est avoir un plan d'action. Pour moi, il y a un plantage, je l'analyse, qu'est-ce que j'ai fait de mal, qu'est-ce que j'aurais pu améliorer, beaucoup d'humilité, et ensuite, plan d'action derrière, on va faire ça. C'est comme ça que les joueurs apprécient les choses, et après, évidemment, je repars en combat. Je suis jamais, je dis bien, je suis jamais affaibli, jamais. Je ne suis pas un surhomme, hein, pas du tout, hein, mais je suis comme ça, je suis câblé comme ça. Moi, plus c'est dur, et plus j'aime avancer, et jamais je suis, on va pas y arriver, jamais. On en reste là. On peut encore répondre à des questions, mais après, peut-être qu'on peut aller voir aussi un coup, je sais pas, vous avez des annonces à faire. Nous, on fait comme tu veux. On est chez nous. Alors, j'ai effectivement quelques annonces sur la programmation à faire. Rappelez que donc, le 7 décembre, nous aurons un concert de musique classique à l'Institut culturel avec Geneviève Laurenceau et David Bismuth. Nous aurons également au mois de janvier un concert de musique classique avec Simon Garischi. Et ce week-end, vous êtes cordialement invités aux portes ouvertes, aux journées portes ouvertes de l'appellation Pessac-Léognan, donc notamment le Château Pape Clément de Bernard Magret qui vous ouvre ses portes avec des dégustations, avec des animations dans les jardins, avec donc des oliviers millénaires, avec des collections de plantes magnifiques dans les jardins, des animations autour de l'environnement et de la recherche et développement du Château Pape Clément. Donc c'est à ne pas manquer ce week-end à Pessac. Et également une grande première, donc samedi, les portes ouvertes de l'incubateur Bernard Magret Startup Wing. Donc ça c'est au relais du Château Pape Clément, anciennement le Château Le Sartre à Léognan. Donc là aussi vous pouvez venir déguster le vin du château et rencontrer les startups. Vous pouvez même, Frédéric, comme toi, vous pourrez vous prendre pour des vrais investisseurs puisqu'on a créé un jeu qui va consister à rencontrer les startups et miser sur la startup du futur donc, que nous accompagnons à l'incubateur.
Voilà, et tu parlais, Christophe, de Charles Pépin tout à l'heure. Eh bien, je t'invite à revenir nous voir au mois de mars, puisqu'il sera en conférence à l'Institut culturel. Donc, nous serons ravis de t'inviter et de l'écouter. Donc, marquez bien tous ces rendez-vous sur vos agendas. Messieurs, un énorme merci à nouveau pour votre performance.